Alors, l'énergie, c'est un sujet extrêmement vaste. Évidemment, en 3/4 d'heure, on n'aura pas le temps d'en couvrir l'essentiel. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord de voir ensemble ce qu'est l'énergie, quel a été son rôle dans le développement de nos sociétés, comment est-ce qu'on dépend de l'énergie. Dans un deuxième temps, on parlera un petit peu de la double contrainte carbone, c'est-à-dire les deux principales contraintes, évidemment il y en a plus, pour lesquelles aujourd'hui on doit revoir très profondément notre système énergétique. Et quand je dis système, ce n'est pas uniquement l'offre, mais la demande, c'est ce qu'on en fait. Dans un troisième temps, ce sera plus un cas particulier, ça va être la crise énergétique qu'on a connue ces 2 dernières années, avec une petite explication de ce qui s'est passé. Et dans un dernier temps, quelques éléments sur ce qu'on peut faire à partir de là pour se passer des combustibles fossiles. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous essayiez de vous plonger dans le passé et que vous mesuriez à quel point nos modes de vie ont évolué, en particulier ces 2 derniers siècles. Il y a 2 siècles, quand on voulait aller d'un point A à un point B, on y allait à pied, éventuellement à cheval. La plupart des gens ne se déplaçaient pas à plus de quelques dizaines de kilomètres au plus du lieu où ils étaient nés. Donc vous naissiez, viviez, mouriez au même endroit. Aujourd'hui, tout le monde, ou quasiment tout le monde, a accès à des moyens de transport très perfectionnés, l'avion, la voiture, le train. Sur les bâtiments, c'est la même chose. La température de confort en période pré-industrielle à l'intérieur des bâtiments, c'est 13 degrés en hiver. Je ne sais pas aujourd'hui, personnellement je le fais, mais je ne sais pas aujourd'hui qui se chauffe à 13 degrés en hiver. On ne considère plus ça comme une température de confort. Et c'est valable surtout notre espérance de vie, les moyens de se faire la guerre, etc. Il y a vraiment quelque chose qui a changé, qui est lié à l'enrichissement économique complètement inédit dans l'histoire de l'humanité depuis 2 siècles. Et cet enrichissement vient de l'énergie. Alors je m'explique, et là on va faire un peu de physique. En physique, l'énergie, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Donc dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, vous avez des transferts énergétiques, et ces transferts énergétiques vont quantifier le changement. Donc l'énergie, vous pouvez la trouver sous différentes formes. Vous avez l'énergie mécanique, c'est le mouvement, ou le potentiel de mouvement. Vous avez l'énergie thermique, c'est la chaleur. L'énergie chimique, qui lie les atomes dans les molécules. Donc quand vous avez une molécule de pétrole, par exemple, l'énergie que vous allez récupérer, une molécule de pétrole, il y a plein de molécules différentes dans le pétrole, mais quand vous avez une molécule d'un hydrocarbure, l'énergie que vous allez récupérer, c'est l'énergie qui va lier les atomes de carbone entre eux, et les atomes de carbone et d'hydrogène, et l'énergie nucléaire, qui lie les nucléons au sein du noyau des atomes. Alors, pendant l'essentiel de notre histoire, on a eu accès, pour transformer notre environnement et produire des biens et des services, qu'à la force humaine et animale. Et donc ça limitait fondamentalement la quantité de choses qu'on pouvait produire, de graines qu'on pouvait extraire, cultiver, etc. Si vous voulez faire une chaise en bois, vous allez dans une forêt, vous allez couper un arbre, vous le transportez jusqu'à votre atelier, vous le débitez et vous allez faire une chaise. Si vous avez fait ça avec vos bras et une scie, ça vous aura pris un certain temps, peut-être une semaine. À la fin de la semaine, vous avez votre chaise. Elle a une certaine valeur, elle a une grosse valeur parce que vous y avez passé une semaine et vous la transmettrez à vos descendants. Et cette chaise aura une vraie valeur. C'est ce qui se passait jusqu'au 19e siècle, en gros. Maintenant, si vous faites cette chaise avec des équipements mécaniques alimentés par d'autres sources d'énergie, vous allez pouvoir industrialiser la production de la chaise. Sa valeur diminuera et vous pourrez en produire beaucoup plus. Donc dans les années 1000, on utilise essentiellement la force humaine et animale. C'est pour ça que je vous ai mis une photo de mes vacances. Au tournant des années 1000, on commence à développer massivement des moulins à vent et à eau un peu partout en Europe. Plutôt les moulins à eau pour des applications proto-industrielles et les moulins à vent pour des applications agricoles parce qu'on n'est pas obligé de moudre du grain en permanence. Ça permet un premier exode rural, grossissement de la taille des villes, amélioration des conditions de vie, mais ça restait très limité. Et vraiment, la rupture est arrivée au 19e siècle, avec le développement d'une machine inventée au 18e siècle. Et le cœur de la révolution industrielle, ce n'est pas l'organisation différente de la société, etc. Vraiment, le cœur, c'est l'invention d'une machine qui permet de convertir de l'énergie thermique abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du bois, du charbon, le voisin, etc., en énergie mécanique qui était limitée. Et donc c'est vraiment ça qui a fait sauter un verrou, et c'est ce que vous pouvez voir sur ce graphique. L'énergie qu'on utilise jusqu'au 19e siècle, c'est la biomasse.
pour faire la cuisine et un petit peu se chauffer. Au 19e siècle, dans les machines à vapeur, on commence à utiliser beaucoup de charbon, vous avez en marron foncé. Début 20e, on commence à utiliser le pétrole, qu'avant on utilisait comme lubrifiant, mais à partir du début 20e, on l'utilise dans la mobilité. Et ça, c'est surtout les guerres mondiales qui l'apportent. Parce qu'évidemment, pour faire voler un avion, ça vole mieux au pétrole qu'au charbon, même si les Allemands l'ont fait. Et dans tous les moyens de transport, en fait, c'est plus performant le pétrole. L'un des apports de Churchill pendant la Première Guerre mondiale, quand il était premier lord de l'amirauté, c'est de passer la Royal Navy du charbon au pétrole, parce que c'est plus dense énergétiquement, ça permet d'avoir une marine plus performante et un avantage militaire. Au tournant des années 70, quand il y a le premier choc pétrolier qui arrive, en grille, on commence à utiliser de façon beaucoup plus massive le gaz naturel, qui est parfois coextrait avec le pétrole, mais qu'on utilisait peu avant parce qu'il est difficile de transporter. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, le gaz naturel, on l'appelle naturel, parce que le gaz qu'on utilisait au 19e pour éclairer les villes, ce n'était pas du gaz naturel. C'est ce qu'on appelait du gaz de ville ou du gaz manufacturé. On importait du charbon à proximité des villes. Donc, si vous vous demandez pourquoi il y a un parc qui ne ressemble pas à grand-chose là à côté de Paris, à la Villette, c'est parce qu'avant, ce n'était pas un parc, c'était une usine gazogène. Les trains arrivaient chargés de charbon, on le convertissait en gaz manufacturé et il éclairait la ville. Le gaz naturel, c'est le gaz qu'on n'a pas besoin de produire, on l'extrait du sol. Et donc, on commence à l'utiliser massivement à partir des années 70 parce que, même s'il est moins pratique que le pétrole, il permet d'économiser un peu le pétrole au moment du premier choc pétrolier. Pendant tout le XXe siècle, on développe l'hydroélectricité. À partir des années 60-70, on développe le nucléaire que vous avez ici et les nouvelles énergies renouvelables qu'on a ici. Comme l'expliquait Aurélien Barraud, en fait, à l'échelle mondiale, les sources d'énergie s'empilent les unes sur les autres. Il n'y en a pas une qui remplace les autres, même si à l'échelle d'un État, ça peut arriver. Et ce qui a le plus augmenté entre 2000 et 2010, c'est le charbon, avec l'essor de la Chine. Ce qui augmente le plus depuis 2010, c'est le gaz naturel que vous avez ici. Voilà. Alors, ce système énergétique nous a été, quand je dis nous, c'est êtres humains, extrêmement favorable. Il a permis de nous libérer de tout un tas de tâches qui étaient extrêmement difficiles. C'est évidemment notre pouvoir d'achat, parce que si on produit massivement, on peut acheter massivement. Tout ce qui existait avant le 19e siècle, le sel, les épices, les tissus, etc., ça coûtait cher. Pourquoi est-ce que dans les chemises du 19e siècle, vous pouviez changer les cols et les manches? C'est parce que c'est ce qui s'use le plus vite et ce qui se salit le plus vite. Donc déjà, vous ne la laviez pas tous les jours et vous changiez ce qui s'usait. Et puis le corps de la chemise, vu qu'il ne s'usait pas, ou moins vite, vous ne le changiez pas. Donc tout ce qui existait était cher. Et évidemment, il y a tout ce qui n'existait pas. Et après, tout un tas d'acquis sociaux qui découlent de cette richesse. On discute beaucoup mieux dans un cadre démocratique quand tout le monde a à manger que quand vous avez une partie de la population qui meurt de faim. Alors, se pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir changer ce système énergétique qui nous a été si favorable jusqu'à présent? Alors, il y a plusieurs raisons, et je le précise bien pour ne pas me prendre un tir d'Aurélien. Il va aussi y avoir la biodiversité, mais en fait, tout ça est systémique, et je vais surtout parler de raisons énergétiques et climatiques, parce que, en fait, comme vous allez le voir, tout dépend de l'énergie, et même la crise de la biodiversité, finalement, j'en dirai peut-être deux mots tout à l'heure, découle de l'abondance de nos usages de l'énergie. Alors le changement climatique, je pense que vous l'avez tous bien à l'esprit, donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Le changement climatique, c'est dû à un renforcement de l'effet de serre. Vous avez le soleil qui va réchauffer la surface de la Terre par ses rayons. L'énergie qui va être emmagasinée à la surface de la Terre va être dissipée vers l'univers sous forme de rayonnement infrarouge. Si on n'avait pas d'atmosphère ou pas de gaz à effet de serre, toute cette énergie irait se perdre dans l'univers, la température à la surface de la Terre serait de moins 18, moins 19 degrés, il n'y aurait pas de vie sur Terre, l'histoire s'arrête là. Heureusement pour nous, il y a un certain nombre de gaz dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, les oxydes d'azote, qui ont la capacité d'absorber les rayonnements infrarouges et de les réémettre dans toutes les directions, notamment vers le sol. Et en fait, ça permet de stocker une partie de l'énergie dans l'atmosphère, ce qui permet d'avoir une température moyenne d'une quinzaine de degrés, et ça permet l'émergence de la vie. Le problème qu'on a, c'est quand il y a une accumulation de certains gaz à effet de serre, et là je pense particulièrement au CO2 et au méthane, qui vont augmenter cet effet de serre avec tout un tas de conséquences. Comme Florence Abès l'a très bien expliqué avant, ça va être des variations des précipitations, plus à certains endroits, moins à d'autres, une augmentation du niveau des mers, un renforcement de la violence des phénomènes météorologiques violents, parce qu'un cyclone, un ouragan, sa fonction physique, c'est de rééquilibrer des déséquilibres énergétiques entre différents niveaux de l'atmosphère. Si vous avez plus d'énergie dans l'atmosphère, les déséquilibres énergétiques sont plus importants, le phénomène météorologique
pour les rééquilibrer, est plus violent, donc plus destructeur, donc plus meurtrier. Et les gaz à effet de serre, alors vous voyez sur ce graphique que le CO2, la concentration atmosphérique a évolué évidemment dans le passé, sur les 800 000 dernières années, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous pouvez voir à droite de ce graphique, l'augmentation qu'on connaît depuis quelques décennies. Ça n'a rien à voir à la fois en amplitude et en rapidité. Et les gaz à effet de serre que l'on émet sont à 75%, aux 3/4 émis par l'énergie. Et quand je dis l'énergie, ce sont les combustibles fossiles, c'est-à-dire les combustibles carbonés issus du vivant, charbon, pétrole, gaz, et pour certains pays, la tourbe, et pour les buveurs de whisky. L'agriculture, ensuite, vous avez agriculture, foresterie. Alors là, ce n'est pas forcément énergétique, ça va être le méthane émis par les ruminants, les oxydes d'azote émis par les engrais. Vous avez les décharges à ciel ouvert et des émissions liées à l'industrie. Et ce que vous voyez sur ce graphique, que Florence a montré tout à l'heure d'ailleurs, je crois, c'est qui est issu du dernier rapport du GIEC, c'est que si à droite, là, vous avez en noir j'ai peut-être un pointeur. Vous avez l'évolution de la température observée en noir sur les 200 dernières années, et deux modélisations. Une qui ne prend en compte que les phénomènes naturels, l'activité solaire et volcanique, et une qui intègre les éléments humains, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que si on ne tient pas compte des gaz à effet de serre, le climat est à peu près stable. Si on ajoute les gaz à effet de serre, en fait, la modélisation colle très bien à l'observer, ce qui veut dire que, le réchauffement climatique est d'origine humaine et qu'il est lié aux gaz à effet de serre. Si maintenant on s'intéresse à l'autre double contrainte carbone dont on parle beaucoup moins, c'est l'autre contrainte de la double contrainte carbone, c'est l'épuisement des combustibles fossiles. Alors, quand on dit ça, souvent les gens disent « oui, bon, le pic pétrolier, ça fait 30 ans qu'on nous en parle, ça fait 30 ans qu'il n'est pas arrivé, ça n'arrivera jamais ». En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qu'on connaît depuis longtemps. Ici, je vous ai mis quelques historiques pétroliers. Alors là, vous avez le Royaume-Uni. Vous voyez que la production passe par un premier maximum dans les années 80. Ensuite, elle décline. Ils réinvestissent massivement. Ils passent par un pic secondaire qui, en fait, est leur pic principal un peu avant 2000. Et ensuite, ils entrent en déclin ultime. Pareil pour la Norvège. Pic des extractions de pétrole dans les années 2000, puis déclin. En fait, ça, c'est le déclin de la mer du Nord. Pareil pour l'Algérie, et je m'arrêterai là. L'Algérie passe son pic d'extraction de pétrole en 2008. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, si l'Algérie s'en est mieux sortie en termes de stabilité politique que d'autres pays de la région au moment des printemps arabes, c'est en partie à cause de ça. C'est-à-dire qu'au moment des printemps arabes, en fait, pendant toute la décennie 2000, il y a des sécheresses à répétition, le prix des céréales augmente. Donc les pays qui importent des céréales doivent débourser plus pour importer des céréales. C'est des pays comme l'Égypte qui vivaient du tourisme, enfin une grosse partie de leur économie vient du tourisme. Crise de 2008, moins de tourisme, donc ils ont moins d'argent, ils ont besoin de plus d'argent. Donc grosse instabilité. Au moment où l'Algérie a le plus besoin de devises pour importer des céréales, c'est le moment dans son histoire où elle extrait le plus de pétrole. C'est une coïncidence entre guillemets heureuse pour eux. En plus, à un moment où le pétrole valait particulièrement cher. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas que les combustibles fossiles sont limités. Sur Terre, tout est limité. Le fer, le titane, le tungstène, l'uranium, le magnésium, le cobalt, le bois, les poissons, tout ce que vous voulez, tout est limité. Mais tout n'est pas nécessairement limitant. Le fer, par exemple, c'est l'un des éléments les plus abondants de la croûte terrestre. Notre activité économique, notre capacité à faire des choses ne sera jamais limitée par l'accessibilité du fer. Par contre, vous avez certains éléments qui peuvent être sur le chemin critique de nos activités économiques. Et c'est notamment le cas, évidemment, de l'énergie, qui fait tourner toutes les machines qui nous permettent de produire les biens et les services, et dans l'énergie, particulièrement les combustibles fossiles, qui représentent 80% de l'énergie qu'on consomme, et en particulier du pétrole, qui est la première d'entre elles. Donc ce qui est important, ce n'est pas que quelque chose soit limité, c'est que quelque chose soit limitant. Et si vous voulez extraire du pétrole, il faut déjà l'avoir découvert. Ici, sur ce graphique, vous avez en gris les découvertes de pétrole dits conventionnels. Alors, pour expliquer brièvement, le pétrole conventionnel, c'est le pétrole qui est piégé dans une roche réservoir suffisamment perméable pour qu'il puisse circuler dans la roche. Donc, quand vous forez dedans, du fait de la pression interne du gisement, parce que vous avez aussi du gaz, le pétrole il va remonter tout seul. C'est le plus pratique. C'est la quasi-totalité du pétrole qu'on extrayait jusque dans les années 2000. Vous avez aussi des pétroles dits non conventionnels, c'est du pétrole qui ne se trouve pas dans cette configuration-là. Vous avez par exemple les pétroles de réservoir compact.
ou dit pétrole de schiste américain, où là, si vous forez, il ne se passe rien, parce que la roche est insuffisamment perméable. Donc si vous voulez récupérer le pétrole, il va falloir faire des choses en plus. Il va falloir la fracturer avec de l'eau sous pression pour créer de la perméabilité. Vous allez maintenir cette roche ouverte avec du sable et avec des solvants, vous allez pouvoir fluidifier le pétrole pour les récupérer. Ça demande évidemment plus de matériaux et plus d'énergie. Le taux de retour énergétique, on y reviendra après, est plus faible. Vous avez des trucs encore pires, comme les sables bitumineux. Ce n'est pas du pétrole, c'est du bitume, donc quelque chose de solide. Visuellement, ça ressemble un peu à une marée noire, un mélange de sable et de trucs visqueux noirs. Pour le récupérer, vous devez séparer le sable et le bitume, donc via un entraînement à la vapeur. Et ensuite, soit vous allez mélanger le bitume avec des coupes pétrolières très légères, soit vous allez l'hydrogéner pour faire des hydrocarbures de synthèse. Pour donner un exemple, c'est ce que les Allemands faisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, ils avaient beaucoup de charbon et pas de pétrole, donc ils ne pouvaient pas faire de carburant liquide et gazeux. Or, ils en avaient besoin. Donc, par le procédé Fischer-Tropsch, ils hydrogénaient leur charbon pour faire du carburant liquide de synthèse. Ça demandait énormément d'énergie, ça coûte très cher, c'est très polluant, mais ça leur permettait d'en avoir. Partir du bitume, vous partez d'un peu moins loin que le charbon, mais c'est la même philosophie. Et évidemment, tout ça consomme beaucoup d'énergie. Ici, vous voyez qu'on passe par un pic de découverte dans les années 60. Ça, c'est la découverte d'un énorme gisement en Arabie Saoudite. Ensuite, les découvertes déclinent. À partir des années 80, elles deviennent inférieures aux extractions. Alors là, pour prendre une analogie compte bancaire, si vous gagnez 1000 tous les mois et que vous dépensez 2000, tant qu'il y a de l'argent sur le compte bancaire, ça passe. Mais vous dites qu'à partir d'un moment, ça ne passera plus. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Là, vous voyez que les extractions de pétrole conventionnel commencent à stagner. En fait, selon ce qu'on met exactement dans le pétrole conventionnel, on peut aussi considérer qu'elle commence à décliner. Et la demande mondiale de pétrole continue de croître. Elle croît structurellement avec l'émergence économique des pays émergents. Et donc là, il y a des tensions qui apparaissent sur le pétrole, et c'est via l'augmentation du prix qu'on a pu aller chercher des hydrocarbures beaucoup plus compliqués à aller chercher, que ce soit les hydrocarbures non conventionnels ou des gisements en mer ultra profonds, donc sous plusieurs kilomètres d'eau et de terre, mais qui coûtent extrêmement cher. Et quand je dis coûtent extrêmement cher, ce n'est pas uniquement économique, c'est en termes énergétiques et de matière pour qu'on aille les chercher. Et vous voyez que la trajectoire est toujours la même. On découvre très peu de pétrole, on en consomme beaucoup. Dit autrement, alors là, avant de regarder ce graphique un peu compliqué, on va faire un petit point de vocabulaire. Dans l'industrie pétrolière, on n'utilise pas les unités du système international, on utilise des unités historiques, notamment une unité de volume qui est le baril. Le baril vient du baril de Pechelbronn en Alsace, qui servait à stocker de l'alcool. Et un baril, ça fait 159 litres. Et l'unité d'énergie associée à ça, je suis désolé, ce n'est pas le joule, c'est le baril équivalent pétrole, BEP, qui représente la quantité d'énergie que contient un baril de pétrole. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le monde dans son ensemble consomme tous les ans 58 milliards de barils équivalent pétrole et de gaz. C'est-à-dire que si je mets côte à côte le pétrole et le gaz que le monde consomme dans son ensemble, ça fait en termes énergétiques 58 milliards de barils équivalent pétrole. Et là, on peut regarder sur ce graphique de gauche qui vient d'une... ça, c'est l'une des trois principales... Rista, c'est l'une des trois principales sociétés de conseil et l'industrie pétrolière. Donc, en gros, c'est l'une des trois principales sociétés qui ont des données à peu près pertinentes sur les découvertes pétrolières. Là, vous avez les découvertes de pétrole et de gaz. L'an dernier, on en a découvert... Enfin, l'an dernier, maintenant, c'est 2021, donc ça fait un peu plus, 2 ans. On a découvert 4,7 milliards de barils équivalent pétrole et de gaz. Moins de 10% de ce qu'on a extrait. L'année d'avant, 12,5, 15,8, 10, 12, 8. Et même en 2015, parce qu'entre 2008 et 2014, donc je vous le disais, le prix du baril était très élevé, on a investi massivement dans l'exploration-production. Même en 2015, quand on était encore un peu dans cette lancée-là, on a découvert entre 1/3 et 1/4 de ce qu'on a consommé. Donc là, il y a un problème qui arrive. Et là, je vous ai parlé que de volume de pétrole. Mais en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi l'énergie qu'on va tirer du système pétrolier. Parce que comme je vous le disais, là maintenant on va chercher des pétroles non conventionnels, des pétroles en mer très profonds, mais il faut plus d'énergie pour aller les chercher. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder non pas toute l'énergie qu'on va extraire du sous-sol via le système pétrolier, mais l'énergie qu'on va tirer du système pétrolier une fois qu'on a payé l'énergie qu'on doit mettre dans le système pétrolier pour aller chercher ce pétrole. Si vous voulez aller chercher du pétrole dans le désert saoudien, il ne suffit pas d'aller en maillot de bain au milieu du désert saoudien. Il va falloir investir de l'énergie
pour construire des rigs, des oléoducs, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie. Et ce qui nous intéresse, c'est le ratio entre l'énergie qu'on va récupérer et l'énergie qu'on a dû investir dans le système, parce que c'est sur la différence en fait, qu'on va pouvoir faire tourner des voitures, construire des équipements, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la dernière ère que vous avez ici. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est l'énergie que vous tirez du système pétrolier, l'énergie brute. Ce que vous avez au-dessus, en jaune, c'est l'énergie qu'il va falloir réinvestir dans le système pétrolier pour aller chercher cette énergie. Vous voyez que jusque dans les années 2000, en gros, il faut peu d'énergie pour aller chercher de l'énergie. L'épaisseur de cette ère est relativement faible. Et entre les années 2000 et 2020, ça augmente très rapidement avec l'épuisement des gisements conventionnels, le fait que les gisements conventionnels qu'on va chercher aujourd'hui sont de moins en moins intéressants, et ça va continuer à augmenter. Ce qui veut dire que quand on doit remplacer un baril d'un vieux gisement par un baril d'un nouveau gisement, on est en déclin énergétique. Si on veut garder un approvisionnement énergétique stable, il faut sans cesse extraire davantage de pétrole. En fait, on est sur un tapis roulant qui accélère, et on finira par perdre. Donc pour résumer, le changement climatique, c'est une menace grave pour une large partie de l'humanité, mais il y a aussi l'épuisement des combustibles fossiles sur lesquels reposent nos modes de vie, qui représente une autre menace grave et qu'on a tendance à sous-estimer. Et par exemple, l'Agence internationale de l'énergie annonce que les investissements dans l'amont du secteur pétrolier et gazier sont en phase avec la trajectoire de neutralité carbone en 2050, en expliquant dans le même temps que les trajectoires de demande ne sont pas du tout sur cette même trajectoire. Donc il y a un écart qui se creuse qui va se jouer par de la pénurie. Ça, c'est important parce que le besoin de se sevrer rapidement des hydrocarbures fossiles, une sortie planifiée, ce n'est pas du tout la même chose qu'une pénurie. Si on dit demain, on n'a plus le droit de vendre des véhicules qui consomment, je dis une bêtise, plus de 5 litres au 100 en France, on va faire une économie d'énergie, mais sans priver les gens de la mobilité. Si on dit non, moi je refuse de faire le moindre effort et de toute façon il n'y aura pas de problème, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, et c'est ce qu'on verra dans la partie suivante, l'énergie va commencer à coûter plus cher et l'économie va se faire, parce qu'on n'a pas le choix, par de la pauvreté. Donc les ménages les plus fragiles ne pourront plus continuer, et les activités économiques les plus fragiles, qui ne sont pas forcément les moins utiles, vont aussi devoir mettre la clé sous la porte. Une régie de transport en commun, par exemple, c'est pas hyper rentable. Si le prix du pétrole augmente, elles sont frappées de plein fouet, donc moins de transport en commun. Une entreprise de luxe, par contre, qui fait plus de 100% de marge, le prix du pétrole augmente, ça ne l'affecte pas. Et la différence, et ça je pense que c'est important parce que on peut y voir un déterminant pour agir, c'est que contrairement au climat, le climat, on peut avoir tendance à dire oui, si j'agis mais que les autres n'agissent pas, en fait ça ne va rien changer, donc j'attends que les autres agissent pour agir, et en fait personne ne fait rien. Sur les contraintes sur les fossiles, il y a un intérêt à agir. Si on réduit notre dépendance aux combustibles fossiles, on sera plus résilient face aux chocs à venir là-dessus, et on peut même développer des activités qui seront pérennes dans un contexte où les combustibles fossiles déclinent. Des activités dans les transports en commun, par exemple, etc. Alors là, on va parler un petit peu d'un cas qui va illustrer ça, même si ce n'est pas sur le pétrole, c'est la crise de l'énergie qu'on a connue ces 2 dernières années, qui est une crise du gaz. Sur ce graphique, vous avez ici les extractions de gaz en Europe, et j'ai mis la Norvège dedans pour être sympa, même s'ils ne sont pas dans l'Union européenne, parce que sinon ce serait beaucoup plus bas. On voit que les extractions déclinent depuis les années 2000 et la demande est beaucoup plus haute. Et évidemment, ce qu'on n'extrait pas en Europe, il faut l'importer. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi là ça décline et ça augmente, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, on peut considérer que la demande de gaz en Europe est à peu près stable. Évidemment, le gaz qu'on n'extrait pas chez nous, il faut l'importer. Il y a 2 moyens de l'importer. Le premier et le plus utilisé, c'est le gazoduc. C'est un tuyau qui permet de connecter des pays pas trop éloignés. Quand je dis pas trop éloignés, ça peut aller jusqu'à quelques milliers de kilomètres, mais on ne va pas importer par gazoduc du gaz des États-Unis, par exemple. Mais depuis une quinzaine d'années, on commence à développer le GNL. Donc on liquéfie le gaz dans des ports, on le transporte par navire, on le regazéifie dans un port, et ça permet de le transporter sur des distances beaucoup plus longues. L'avantage du gazoduc, c'est que ça connecte 2 pays. Une fois que vous avez construit le tuyau, par exemple entre la Norvège et la France, la Norvège ne va pas dire du jour au lendemain je vais vendre mon gaz à la Chine. La Chine, elle n'est pas sur le tuyau. Donc le vendeur et l'acheteur se tiennent. Donc on a une certaine visibilité là-dessus. Par contre, le GNL, maintenant vous êtes les États-Unis, vous avez construit un terminal de liquéfaction. Vous pouvez virtuellement vendre votre gaz à l'ensemble du monde.
À qui est-ce que vous le vendez? Au plus offrant. Donc le fameux Freedom Gas de Donald Trump, en fait, qui est censé libérer les pays sous l'oppression. Non, en fait, ils le vendent aux plus offrants. Et les plus offrants, jusqu'à il y a peu, c'était la Chine qui était prête à payer plus cher son gaz que nous. Donc vous voyez sur le graphique de gauche qui représente les importations de gaz européennes, en tendance jusqu'en 2019, on était de plus en plus dépendant de la Russie, qui est le producteur proche de l'Europe qui avait le plus de capacité d'augmenter ses extractions et donc ses livraisons, et le GNL. Mais le GNL, on est en compétition avec le reste du monde pour faire venir les navires. Et pour gagner la compétition, il faut être capable de payer le gaz cher. Et il y a une incertitude sur le fait qu'on sera capable de le faire pendant longtemps. La Russie a instrumentalisé le levier du gaz. Alors ça, bon, rapidement, ce que vous voyez, donc là, ce sont les livraisons de gaz par gazoduc depuis la Russie à l'Union européenne. Vous voyez que début des années 2000, avec le Covid, la consommation de gaz diminue, ce sont les confinements, donc là, il n'y a pas de problème. Au tournant à l'été 2021, l'économie repart, l'Europe veut importer davantage de gaz à la Russie, et là la Russie botte en touche. Elle explique qu'elle doit d'abord remplir ses stocks chez elle, ensuite qu'elle n'arrive pas à augmenter les extractions. En septembre, elle explique qu'elle vendra davantage de gaz à l'Europe si l'Europe met en service un gazoduc qui a été construit mais qui n'a jamais été mis en service, Nord Stream 2. Et ce que vous ne voyez pas sur ce graphique, c'est qu'à l'été 2021, la Russie auquel un certain nombre d'États européens avaient sous-traité la gestion de leurs stocks domestiques de gaz, donc Allemagne, Pays-Bas et Autriche pour ne pas les nommer. Donc, ils ont des stocks sur leur territoire, ils avaient sous-traité à Gazprom la gestion de leurs stocks. Et à l'été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks. Donc été 2021, on est 8 à 9 mois avant le début de la guerre en Ukraine. Donc la Russie prévoyait déjà la mise sous tension gazière de l'Union européenne. Fin 2021, elle réduit encore les livraisons de gaz à l'Europe. Et février 2022, quand elle envahit l'Ukraine, elle rouvre les robinets. Pourquoi ? En fait, c'était un moyen de dire, bon, vous avez vu qui tient les robinets. Avant, je vous ai coupé le gaz, enfin, je vous ai réduit le gaz en hiver. Maintenant, j'envahis l'Ukraine, je rouvre le robinet. Si vous êtes sage et que vous n'aidez pas l'Ukraine, vous aurez accès à du gaz. Par contre, si vous vous mêlez du conflit en Ukraine, là, vous avez vu qu'on peut vous couper le gaz. De fait, on a aidé l'Ukraine et la Russie a vraiment coupé le gaz à l'Europe. Alors, on pourrait être tenté de se dire, un certain nombre d'États se disent ça, oui, bon, d'accord, actuellement, mais bon, c'est un peu Poutine, il n'est pas éternel, un jour le gouvernement va changer, et là, on va pouvoir de nouveau importer du gaz fossile de Russie. Alors, outre le fait que ce soit absolument pas compatible avec nos engagements climatiques, il faut avoir conscience du fait que la Russie, ça fait longtemps qu'elle travaille à réduire sa dépendance à l'Europe pour son gaz. Elle a mis en service le gazoduc Force de Sibérie, que vous voyez là, qui permet de vendre le gaz des gisements de Sibérie orientale à la Chine. Donc ça lui fait une autre source de revenus. Mais aujourd'hui, les gisements de l'Ouest et la Chine ne sont pas connectés. Donc le gaz que la Russie ne nous vend pas, aujourd'hui, elle le torche. C'est-à-dire qu'elle le brûle en sortie de puits. Elle a pour projet de construire Force de Sibérie 2, gazoduc ici, qui permettrait de rerouter un tiers du gaz qu'elle vend à l'Union européenne vers la Chine. Donc, même si demain, dans 3 mois, dans 1 an, la Russie revient en disant « Ouais, non, bon, écoutez, Poutine, bon, d'accord, il n'a pas été très sympa, mais en fait, on est quand même voisins, rachetez-nous du gaz », il faut avoir conscience du fait que même si la Russie a été capable d'instrumentaliser le levier du gaz aujourd'hui, elle sera d'autant plus capable de le faire demain. Donc, cette dépendance est tout à fait mortifère. Le prix du gaz s'est envolé pendant la crise, de 20-30 euros le mégawattheure, il est passé à plus de 300 même euros le mégawattheure, même si on ne le voit pas là-dessus, au pire de la crise. Et ça entraîne tout un tas de choses. De la précarité énergétique, même si en France on a été plutôt protégé par des systèmes de bouclier tarifaire très forts, de l'inflation, des faillites et des conséquences systémiques. L'industrie des matériaux, par exemple, les matières, que ce soit le sable, les métaux, etc., vous les extrayez avec de l'énergie, vous les transformez avec de l'énergie. Donc les isolants pour isoler les maisons, les métaux pour faire des turbines éoliennes, etc., coûtent plus cher. Donc avec la crise qui est arrivée sur le gaz et aussi sur le pétrole, le prix des matériaux a augmenté. Donc le prix des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries, qui diminuaient jusqu'à présent, a commencé à augmenter. Ce qui veut dire que décarboner avec des fossiles qui coûtent cher coûtera plus cher que décarboner avec des fossiles qui ne coûtent pas cher. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas intéressant de décarboner quand les fossiles coûtent cher, au contraire c'est intéressant, mais si on a un budget donné,
on fera moins de choses. On construira moins d'éoliennes, moins de panneaux solaires, moins de batteries pour la mobilité. Tout sera plus difficile. On isolera moins de bâtiments. Autre exemple, comment est-ce qu'on fait de l'engrais? L'engrais, on fait ça à partir d'ammoniac. L'ammoniac, on produit ça à partir d'hydrogène. L'hydrogène, malgré tous les débats qu'on a actuellement sur le fait qu'on pourrait le faire par électrolyse, actuellement on le fait en vapocraquant des molécules de méthane. Méthane, gaz naturel, donc du gaz fossile. Le gaz fossile coûte plus cher, donc la production d'engrais coûte plus cher, donc on en produit moins. Donc les céréales coûtent plus cher. En plus du fait que l'Ukraine, qui est un gros producteur de céréales, en ce moment ils en produisent moins. Donc ça va jouer sur la capacité de certains pays, alors pas en Europe, mais à s'alimenter. Donc sur le contexte sécuritaire dans certaines régions du globe. Et ça, ce sont des effets qu'on verra à plus long terme. Donc on peut s'attendre à un regain du terrorisme, notamment, pour des raisons comme ça. Donc ce qui se passe sur l'énergie, il faut voir que c'est systémique. On ne peut pas se dire, ouais, bon, les combustibles fossiles vont coûter plus cher, mais ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir construire tout un tas d'énergie bas carbone pas cher. Non, si les combustibles fossiles coûtent cher, tout coûte cher et il va y avoir plein de conséquences. Donc d'où l'intérêt d'anticiper. Alors, quelle perspective, là, juste pour la crise énergétique? Ici, vous avez les stocks de gaz. Alors, ça, c'est censé être du rouge, mais on ne le voit pas très bien. Bon, aujourd'hui, les stocks de gaz sont quasiment pleins parce qu'on a un peu peur pour l'hiver prochain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très difficile de le dire. Ça va dépendre de si l'hiver sera rigoureux ou non. Ça va dépendre du niveau de demande en Chine. Ça va dépendre des projets GNL qui vont émerger au niveau mondial, de la situation géopolitique. En fait, on arrive dans une zone où tout est beaucoup plus incertain. L'hiver prochain peut pas trop mal se passer, il peut aussi se passer de façon assez difficile. Et ça, ce sera valable dans les années qui viennent. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui a été interrogé là, devant une commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France, il y a quelques semaines, 2 ou 3 mois, expliquait de façon assez intéressante qu'il y avait un risque en volume sur les approvisionnements gaziers jusqu'en 2026, le temps que des nouveaux projets voient le jour. Et il a ajouté juste après, par contre, je ne peux rien vous dire du prix, même après 2026. C'est-à-dire qu'on peut manquer physiquement de volume jusqu'en 2026, mais même après 2026, il y a des grosses incertitudes sur les prix, parce qu'on n'est pas les seuls à vouloir du GNL. Or, la sécurité d'approvisionnement, ce n'est pas uniquement des volumes. Si vous êtes capable de faire venir des navires, mais que vous n'êtes pas capable de les payer, en fait, ils ne viendront pas. Donc, le résultat pour vous est le même. C'est comme si vous n'aviez pas de terminal GNL. Si vous n'êtes pas capable de faire venir les navires parce que vous ne pouvez pas les acheter. Donc là, on arrive dans un domaine où notre approvisionnement énergétique, dont on dépend encore fortement, je parle des fossiles, devient de plus en plus incertain, au niveau mondial pour le pétrole, au niveau européen pour le gaz. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre ou l'approvisionnement énergétique, ça revient à peu près au même. Ici, je vous ai mis les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est un graphique issu d'un rapport du Haut Conseil pour le climat. Il y a 2 moyens de compter nos émissions. Il y a l'inventaire national, c'est ce qu'on émet au sein de nos frontières, exportation incluse, donc les Airbus qu'on vend, c'est dans la zone verte. Et vous avez l'empreinte carbone, c'est l'ensemble des émissions émises dans le monde pour servir la consommation française. Donc là, on enlève les Airbus qu'on exporte. Par contre, on va rajouter l'ordinateur sur lequel je fais ma présentation et qui n'a probablement pas été produit en France. Vous voyez que plus de 50% des émissions liées à nos modes de vie sont émises à l'étranger. Ça veut dire 2 choses. C'est que si, déjà, c'est une dépendance. Et si on veut atteindre la neutralité carbone, c'est pareil, on ne peut pas faire fi de ces émissions-là. Il y a 2 moyens qu'il va falloir activer en parallèle pour les réduire. Le premier, ça va être de relocaliser la production pour pouvoir produire avec des énergies bas carbone en France et avec un meilleur contrôle des normes de production. Le deuxième, ça va être de changer, et je le mets en deuxième, mais à mon sens, ce sera le premier levier, c'est de changer nos modes de consommation pour moins consommer. Faire durer davantage les produits, les rendre réparables. Et ça, c'est quelque chose qui englobe toute la société, les pouvoirs publics, les consommateurs et les industries. C'est-à-dire que les industries vont avoir des chaînes, des cycles d'innovation qui vont être ralentis. Parce que si on ne change pas de téléphone tous les ans, mais je ne sais pas, tous les 10 ans, ça veut dire que l'innovation devra être vue de façon différente. Il faut rendre les équipements réparables dans le temps long. Pouvoir mettre à jour les composants et pas uniquement l'équipement pris dans sa globalité. Pour la population, ça veut dire qu'il va aussi falloir accepter de ne pas changer tous ces équipements rapidement, y compris quand ils sont cassés, les réparer. Et pour les pouvoirs publics, de mettre en place des réglementations qui obligent à rendre les équipements
réparable sur le long terme et à mettre en place toutes les incitations nécessaires pour en arriver là. Si on s'intéresse maintenant à ce qu'on émet sur le territoire français, le premier pôle d'émissions, ce sont les transports. Et dans les transports, à peu près la moitié, c'est la voiture particulière. Donc on ne décarbonera pas sans s'attaquer à la voiture particulière. Et ça, j'y reviendrai plus particulièrement après, donc je ne m'attarde pas tout de suite. Deuxièmement, ça va être les bâtiments résidentiels et tertiaires. Donc encore 3 millions de logements chauffés au fioul, 9,5 chauffés au gaz fossile. Donc ça, il va falloir en sortir. Et pareil, on va devoir jouer sur plusieurs leviers. Moins se chauffer, isoler les bâtiments, peut-être faire attention à la surface habitable par habitant, changer de mode de chauffage, donc développer les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur alimentés soit par de la cogénération industrielle ou des sources de chaleur bas carbone. Donc c'est vraiment une approche systémique de la chaleur. Et ensuite vient l'agriculture, mais ça je n'en parle pas, vous aurez une autre conférence là-dessus après, et l'industrie. Si on prend l'exemple de la mobilité, je le prends parce qu'il est assez éloquent, ça va pas, contrairement à une idée répandue, on ne va pas décarboner la mobilité en remplaçant chaque véhicule thermique par son équivalent électrique. Je ne suis pas en train de dire que l'électricité n'a pas un rôle à jouer, elle aura un rôle à jouer. Mais déjà, une voiture électrique, ce n'est pas zéro carbone. Elle émet moins de gaz à effet de serre sur son cycle de vie qu'une voiture thermique, mais elle en émet quand même. Selon la voiture, ça peut aller jusqu'à moitié moins. Mais donc, ça en émet quand même. Et vous avez des dépendances à des métaux dont certains pourront présenter de façon plus ou moins ponctuelle ou permanente des contraintes en termes d'approvisionnement. Donc c'est vraiment tout le transport qu'il va falloir repenser. Déjà, réduire la demande de transport. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à un autre endroit? Donc développer le télétravail, le tourisme local. À plus long terme, réfléchir à l'urbanisme pour rapprocher les lieux de vie, de travail et de consommation. Développer aussi les mobilités alternatives à la voiture particulière, les pieds, les vélos, le transport en commun. Alors évidemment, ce qui est valable dans un territoire ne sera pas dans un autre. Ce qui est valable dans le centre-ville de Paris n'est évidemment pas valable dans la Beauce. Mais après, il va falloir trouver des solutions qui seront nécessairement différentes pour chaque territoire. L'optimisation des transports, l'optimisation énergétique, quel que soit le vecteur énergétique qu'on considère, que ce soit des carburants pétroliers, de l'électricité, du biogaz, etc. Donc, covoiturage pour augmenter le nombre de passagers ou le nombre de kilos ou de tonnes par véhicule. La location pour éviter le surdimensionnement des voitures. C'est-à-dire que vous avez une voiture, si vous habitez à la campagne et que votre voiture elle vous sert à faire 15 km qui vous sépare de votre travail tous les jours, ça ne sert à rien d'avoir une voiture dimensionnée pour les transports, pour aller en vacances l'été, pour faire ces trajets-là. Donc aussi réfléchir aux intermodalités avec le train pour que ce soit plus facile d'avoir un véhicule qui corresponde vraiment à vos besoins à tout moment. Réduction de la masse des véhicules, amélioration de l'aérodynamisme. Et ça, on peut le faire via des normes. Les camions aux États-Unis n'ont pas du tout la même forme qu'en Europe parce que les normes ne sont pas les mêmes. En Europe, si les camions ressemblent à des parpaings, c'est parce que la longueur du camion est limitée. Et donc, en fait, vous avez des choses qui sont très peu aérodynamiques. Donc, on peut travailler là-dessus. Et enfin, changer de vecteur énergétique. Donc, ça va être électrifié, ça peut être du bio-GNV, du biogaz pour le fret maritime, pour certains segments de mobilité lourde. D'un point de vue énergétique, en fait, il va falloir passer, ça c'est extrait de la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone, de ce système énergétique actuel, donc 60% d'énergie fossile, dedans c'est 40% de carburant pétrolier, 20% de gaz, à ce système-là, moyennant 40% d'économie d'énergie ici. Alors les économies, il y a 3 moyens de faire des économies. La première, c'est l'efficacité. C'est la plus confortable, l'ingénieur a bien fait son boulot, le système est mieux conçu, il consomme moins à service équivalent. Donc si vous avez une voiture aujourd'hui qui a exactement les mêmes performances qu'une voiture des années 60, elle consommera moins parce que le moteur a été mieux conçu, on a de nouveaux matériaux, etc. Si vous isolez un bâtiment, vous le chauffiez à 19 avant, vous le chauffez à 19 maintenant, il consomme la même chose, il consomme moins à niveau de chauffage équivalent. Deuxième moyen de faire des économies, c'est la sobriété. C'est accepter une modification du service pour économiser de l'énergie. Je chauffe moins, je pars moins loin en vacances, j'achète une petite voiture plutôt qu'une grosse, je prends le train plutôt que la voiture, etc. Et le dernier, c'est la pauvreté.
Là, vous n'avez pas le choix. En fait, économiquement, vous ne pouvez plus consommer autant d'énergie qu'avant. Donc, c'est la précarité énergétique, l'entreprise qui met la clé sous la porte, etc. Dans ces 40%, vous avez surtout de l'efficacité et c'est surtout de l'électrification de la mobilité et de l'isolation des bâtiments, avec des hypothèses extrêmement fortes, notamment le fait que tous les bâtiments sont en catégorie A ou B en termes d'efficacité énergétique en 2050. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont loué, vendu, acheté un bâtiment récemment. Vous devez bien vous rendre compte que des bâtiments classés A ou B, on en voit au pied des arcs-en-ciel souvent. Ça va être très difficile, voire impossible d'atteindre ça. Donc, ce qui veut dire que la consommation énergétique, la demande sera probablement plus élevée si on ne fait pas d'efforts de sobriété en parallèle. Donc, il faut anticiper l'échec, notamment sur l'efficacité, pour moins consommer d'énergie. Et en parallèle, il va falloir développer l'électricité, qui est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner via des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales nucléaires, etc., pour pouvoir électrifier des services aujourd'hui rendus par les combustibles fossiles dans l'industrie, le chauffage, la mobilité, et développer aussi des énergies bas carbone, et ça c'est très important, qui ne soient pas fossiles. Le biogaz, des carburants non fossiles, donc des carburants de synthèse ou des biocarburants en faisant très attention à l'origine du carbone, la chaleur issue de géothermie, etc., etc. Et donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire face à la crise qui nous touche de plein fouet aujourd'hui, mais qui, comme on l'a vu, a des sous-jacents structurels finalement. À court terme, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans, il n'y a pas énormément de choses, ça va surtout être de la sobriété. On ne va pas construire des éoliennes, des panneaux solaires, etc. En 2 ans, pas beaucoup. Donc vraiment tailler dans les services qui ne sont pas essentiels pour préserver les services essentiels. La mobilité collective, la capacité de chacun à se chauffer, etc. À moyen terme, on va dire jusqu'à une dizaine d'années, on a quelques outils qui vont apparaître en plus. L'efficacité, isoler les bâtiments, donc ça, il va falloir accélérer là-dessus. Faire un plan de sortie accéléré des chaudières à fioul. On a subventionné jusqu'en 2018, alors c'est dommage, hein, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Je dis ça surtout pour les autorités. D'où la nécessité d'anticiper. En fait, si par simplicité on subventionne des trucs qui ne sont pas pérennes, en fait on se prépare à les problèmes de demain. Donc là, il va vraiment falloir faire un plan de sortie des chaudières à fioul, remplaçant ça notamment par des pompes à chaleur, organiser la flexibilisation du système électrique, parce qu'on va passer de sources d'énergie avec une fonction de stock intégrée. 1 litre de pétrole, vous pouvez l'utiliser aujourd'hui, ce soir, demain, dans 3 mois, quand vous voulez. Il y a plusieurs sources d'énergie, comme l'éolien, le solaire, pour lesquelles vous ne choisissez pas quand ça produit. Et on en aura besoin. Donc il va falloir de plus en plus adapter notre demande énergétique à cette offre-là. Et on peut organiser la flexibilisation via des moyens qui vont demander des efforts pas trop importants à la population. Par exemple, au Texas, il y a déjà quelque chose qui existe. Bon, l'exemple texan sur le système électrique est vraiment pas bon à prendre, mais bon, là-dessus, le gestionnaire de réseau peut piloter partiellement la consigne de chauffage ou de clim. Donc, pour éviter l'effondrement du réseau, si jamais il y a des grosses tensions, il peut augmenter la consigne de clim l'été ou diminuer la consigne de chauffage l'hiver pour soulager le réseau. Donc on peut tout à fait imaginer que, moyennant une facture moindre pour le consommateur, ils définissent une température de consigne de chauffage basse, une température haute, et à certains moments en hiver, il sera à la température basse, à d'autres moments à la température haute. Il rend un service de flexibilité au réseau, et en échange, il paye son électricité moins cher. À long terme, idem moyen terme, donc on continue à développer les renouvelables, on continue à faire les progrès d'efficacité énergétique, on continue à aller plus loin dans la sobriété et on développe le nucléaire qui nécessitera plus de temps. Et la difficulté de tout ça, ça va être que ce soit du court, moyen ou long terme, vu qu'on a beaucoup procrastiné, qu'on n'a pas fait grand-chose dans les 20 dernières années, il va falloir tout faire très rapidement. Donc en gros, tout ça, il va falloir prendre les décisions dans les mois à venir. Donc on aura besoin de tous les leviers, la sobriété, qui est absolument essentielle, l'efficacité, les énergies bas carbone et la flexibilisation de notre système énergétique, donc c'est-à-dire un système énergétique dans lequel on va devenir de plus en plus acteur, d'une certaine manière. Donc ça, je l'ai dit. La double contrainte carbone, ça, je l'ai dit. Je pense 2 éléments très importants pour conclure. C'est que, le but de la transition énergétique, c'est pas de contraindre la population, même si évidemment il y a des choses qui peuvent s'apparenter à de la contrainte. Si on doit acheter une plus petite voiture qu'une grosse, pour certains ça s'apparentera à une contrainte. Prendre le train plutôt que la voiture, ça peut s'apparenter à une contrainte. Mais le but, ça va être, face à des contraintes qu'on n'a pas choisies, changement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des combustibles fossiles, de préserver le cœur des services rendus par les combustibles fossiles.
Une voiture, son but, c'est de nous déplacer d'un point A à un point B. Ce n'est pas forcément de le faire dans un salon de tonnes 5. Donc, en faisant dans des petits véhicules, on préservera davantage le service. Enfin, atteindre la neutralité carbone, c'est au moins autant un défi de société que d'ingénierie. Évidemment, l'ingénierie va devoir développer un certain nombre de choses, va devoir aussi expliquer un peu le problème, mais par contre, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. On ne va pas juste présenter des solutions technologiques qui, une fois adoptées, permettront de résoudre le problème par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.